Le grand talk show automoto de grandautomobile.fr est avec vous ce soir et avec la bande AJM et ses experts et expertes automoto sur Maxi Martinique bien sûr. Merci à l'hôtel Batelière, merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Dodge Ram voiture partenaire de l'émission. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Éléonore Théodose, on peut l'applaudir, Clara Elmira, la petite revenante Élodie Mussig, de tous d'ici sur Maxi. Merci à Claire Boulogne qui est là, elle est bien là. Merci à Jimmy Thomas. Bonsoir à tous. Notre pilote essayeur. Alors, dans un moment, Clara Elmira va nous proposer de nous parler de la problématique des véhicules de location. Et on recevra pour ce faire Alexis Crater, qu'on connaît bien. Alexis Crater, partenaire de grandautomobile.fr. Pas encore de l'émission, mais bientôt. Bientôt. Bah oui, il n'y a pas de problème. Alexis Crater, donc il attend de voir comment ça va se passer pour lui. De la location au Robert, en tout cas. C'est un super garage aussi, Garage Crater. Et bien sûr, si vous avez un problème de mécanique, vous pouvez les appeler en toute confiance. Ce sont des jambons, comme on dit chez nous. D'accord. Et puis, Éléonore Théodose recevra Tiffaine Rivière du Parc Marin Régional. Nous parlerons des nombreuses manifestations qui vont se dérouler tout l'été en Martinique, bien sûr, et de sport motorisé sur l'eau. Et on verra que ça peut se marier, se fiancer avec la sécurité aussi. Et on verra ça tout à l'heure avec Éléonore. Et puis Claire Boulogne nous proposera son essai d'une super moto, si elle est d'accord. Non, c'est pas ça, hein, c'est la semaine prochaine. Ouais, oui, on s'est trompé. Ben ouais. Et non, Décidément. on recevra donc un super garage qu'on a été voir ensemble tous les deux. Elle et moi, toi et moi, tous les deux. Nous tous les deux. Sous la pluie, on peut le dire. Sous la pluie, on peut Parce le dire. qu'il y a eu, rappelez-vous, Il y c'était avait pendant un la gros période grabuge d'onde tropicale. incroyable. Exactement. Et on a été littéralement envahi d'eau. Je vois le propriétaire du garage Ils sont tout là-bas. rentrés à la nage. Ah, limite, hein, presque. Hein. Alors, c'est le garage moto qui s'appelle All Shot à Ducos, à Petite Cocotte. C'est un super garage avec des jeunes qui sont des vrais spécialistes de la moto et de la réparation moto, entre autres. Exactement. Ils ne font pas que ça, mais ils font surtout ça. Exactement. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce petit programme? Ça vous va ou pas? Oui. Très bien. Très bien. Bon, La vraie information de Jean-Marc. La vraie information, ça c'est le top des tops. Alors on rappelle aussi, on rappelle qu'on a un petit partenariat avec Joho, le magazine que vous trouvez dans toutes les belles boutiques de Martinique, du Guadeloupe, de Guyane, et que nous sommes en essai dans ce magazine. À la fin du magazine, 3 beaux essais faits par grandautomobile.fr et 2 articles écrits par Clara en plus, notre comédienne préférée. Clara. Oui. On parle de location de voitures et en Martinique, ça a son importance quand même. Exactement, c'est un gros sujet ici sur l'île, puisqu'on peut très difficilement, on le sait, on l'a déjà dit 1000 fois, se déplacer autrement qu'en voiture ici. La location de voiture est soumise à notre insularité, mais aussi à une saisonnalité. Donc s'en suivent des pénuries, des prix élevés, petites et grandes enseignes, particuliers. Notre invité va nous aider à comprendre comment ça marche. Et notre invité, c'est Alexis Crater, comme tu l'as dit, jeune Robertin de 25 ans, chargé d'exploitation dans le domaine automobile, réparation automobile et aussi vente de pièces détachées automobiles et location de voitures. Et c'est le sujet qui va nous intéresser. Il a suivi une formation commerciale. Son parcours professionnel a débuté autour de la vente et du conseil auprès des professionnels de l'industrie, des garages et des acteurs du nettoyage au sein des sociétés Mekabam, Tech Eco et Caridim. Exact. Est-ce que jusque-là, j'ai tout bon? Oui, c'est bien ça. Super. L'opportunité de rejoindre l'entité familiale s'est présentée à lui et il a su la saisir. Il intervient donc aujourd'hui sur les 3 pôles d'activité en tant que chargé d'exploitation, on l'a dit, avec le GGE Crater et la GC Accessoires pour les pièces détachées. Donc je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous présenter l'entreprise et son activité dans les grandes lignes. Ok, d'accord, très bien. Donc, bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à toi, merci d'être là, ça nous fait plaisir. Merci. Et comment va le tonton? Ben ça va, il se porte bien. Ouais. Il se porte bien. On avait reçu. Mais il est toujours en pleine forme, tonton. Hein. Toujours. Quand j'arrive au garage, là, je suis toujours charmé parce qu'il est là, il est là. Il est bien là. Oui. Bonne Il sait atmosphère recevoir. au garage. On sait recevoir Bonne chez Crater. Hein. On sait recevoir. C'est le maître mot. C'est le maître mot. Donc, comme tu as pu dire, ça fait maintenant 1 an et demi que j'interviens sur les 3 pôles d'activité. Donc, au garage, essentiellement la mécanique auto, la réparation, la partie électronique et électricité. Chez GC Accessoires, toute la partie vente de pièces détachées, certains accessoires. Donc, on est assez axé sur les véhicules français.
et la partie location de voiture que le garage propose. Et qui est donc l'activité, on l'a dit, qui nous intéresse aujourd'hui. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous présenter cette activité spécifiquement chez Cratère ? Donc, au garage, cette activité a débuté il y a environ 4 ans par une demande essentiellement de notre clientèle. On a pu trouver un partenaire avec qui on s'est associé, qui nous a suivis sur le projet. Donc aujourd'hui, on a un parc, je dirais un petit parc en évolution. Donc on a débuté avec 5 véhicules. D'accord. Et prochainement, le parc va grossir. Okay. Donc notre clientèle aujourd'hui est essentiellement basée sur la clientèle du garage, soit qui loue pour une période plus ou moins longue, ou des clients et un partenaire automobile qui nous accompagne depuis maintenant. Oui, nous c'est vrai qu'Automobile.fr fait confiance au Garage Cratère pour la location de voitures et c'est vrai qu'on est super satisfait, on est content. C'est original d'allier location et réparation. Ça devait être un défi à mettre en place. Alors, c'est une activité complémentaire. Ça va de pair. Hein, parce ouais, qu'en fait, si vous réparez justement les véhicules, pour ne pas justement, on va dire, mettre les personnes à pied, vous allez ces services-là associés. Donc, au contraire, c'est une plus-value. Oui, tout à fait. Exact. Aujourd'hui, c'est une plus-value. Par rapport à notre secteur géographique, enfin, sur le secteur géographique du Nord-Atlantique, je dirais, nous sommes peu d'acteurs, donc on a pu trouver notre vitesse de croisière et la clientèle parce adaptée. Que comment vous régulez du coup ? Est-ce que c'est une clientèle de proximité ? Est-ce que vous êtes soumis à la saisonnalité finalement de l'activité ? Alors, quand l'activité s'est lancée, on était un peu partagé, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de touristiques, beaucoup de locaux, c'est-à-dire nos clients propres, et depuis, on va dire, la période du Covid, étant donné que l'activité touristique a beaucoup diminué, on a pu capter des clients, exactement, les clients locaux, notamment ceux qui sont dans notre zone de chalandise, donc notamment le Robert, le François, le Gaumont, le Viapré, toutes les communes environnantes. Donc je vais dire qu'aujourd'hui, on est à 80%, voire 90% que sur de la clientèle locale. Une clientèle fidèle ou c'est plutôt très des fidèle. Passages ? D'accord. Très fidèle. Il doit y avoir un problème de tarification aussi, je pense, non ? Je pense qu'effectivement, en période où les locaux sont un peu plus présents, le tarif est un peu plus avantageux aussi. Exactement. Alors, c'est une activité où il y a une très forte saisonnalité. C'est-à-dire on est très impacté par la saison touristique. Il y a en général 2 temps forts particuliers pour la location de voiture. La partie des grandes vacances, donc juin, juillet, août, et la partie de fin d'année, novembre, décembre et janvier, où en général on a une croissance des prix qui est assez importante et une demande aussi qui est importante. Pourquoi la demande est importante ? Parce que beaucoup de personnes arrivent sur le territoire et la denrée se raréfie. Et donc, effectivement, on se retrouve quelquefois avec une flambée des prix, une pénurie, plus personne ne trouve de véhicules. Il se dit qu'en sortie de saison haute, les loueurs sont contraints de vendre leurs véhicules afin de rentabiliser, ce qui explique, dans un premier temps, la pénurie à certains moments et la hausse des prix. Une espèce de jonglage un peu pour pouvoir rentabiliser. Est-ce que ça c'est vrai ou comment on s'en sort globalement pour équilibrer son activité ? Il y a plusieurs stratégies. Ça dépend de la stratégie d'achat du loueur. Il y a des loueurs qui achètent des parcs de véhicules avant les saisons et qui des fois qui les vendent aussi à la fin de saison. S'ils ont des gros parcs, souvent ils s'en débarrassent parce qu'on arrive à des véhicules des fois qui ont de forts taux de kilométrage. Donc pour rester rentable, compétitif au niveau des prix et proposer un produit où le client ne reviendra pas pour des pannes récurrentes, souvent les loueurs préfèrent se séparer des véhicules qui arrivent en fin de vie, souvent à la fin des grosses périodes. Après qu'on est sur des petites unités, on n'a pas des fois la même stratégie. Nous aujourd'hui, par rapport à notre parc, on a un parc qui a 4 ans, qui va commencer à arriver pas en fin de vie, mais à une durée de rentabilité qui à son terme. Donc du coup, on réfléchit, en tout cas on prépare le renouvellement de la flotte. Et oui, parce que dans tous les cas, vous devez avoir des véhicules relativement récents et en bon état. Exact. En général, il faut que le véhicule, la moyenne, c'est entre 70 000 100 000 km en général. Il faut, même des fois avant, on s'en sépare. Alors Alexis, regarde-moi dans les yeux, mais bien dans les yeux. Hein. Oui. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un véhicule d'occasion chez un loueur ? En le regardant dans les yeux. Non mais tu me regardes dans les yeux. Comment ça marche pas le truc ? Alors,
Ça dépend de la stratégie d'achat du client. Ouais. S'il a les moyens, s'il a la capacité financière et qu'on s'adresse au bon professionnel, oui. Parce que le véhicule qui arrive à 60 000 km, il a été suivi. Il arrive dans sa phase d'usure. Il va rentrer dans sa phase d'usure, on va dire, importante pour un loueur. Ouais. Parce qu'il sera souvent en garage pour des révisions. Donc, pour lui, il n'y a plus moyen à ce que le véhicule reste dans son parc. Sinon, le client, il sera tous les 4 matins chez lui. Mais pour un particulier qui a un usage entre 12 000 et 15 000 km par an, c'est jouable. C'est jouable. D'accord. C'est jouable. Ok. Bon. C'est jouable. Alors là, on a vu que de plus en plus le prix des véhicules neufs ou d'occasion augmente. Est-ce que ça impacte cette activité? Parce que quand on doit renouveler un parc, comment on s'en sort? Alors, ça joue beaucoup parce que le prix des véhicules a augmenté par rapport aux différentes crises que l'on a connues les 2 dernières années, mais aussi par rapport à la rareté du produit. Parce que souvent, depuis la première, depuis, je veux dire, la crise du Covid, la capacité de fabrication des véhicules a nettement diminué. C'est-à-dire que les usines peuvent difficilement sortir les véhicules dans des délais raisonnables, je vais dire. Et donc, du coup, le prix des véhicules augmente par rapport à la production qui est un petit peu ralentie. Donc, il y a moins de produits sur le marché. Et le fait aussi que le coût de fabrication des matières premières a augmenté. Donc, oui, pour nous loueurs, ça a un impact. Pour nous loueurs, oui, ça a un impact parce que qu'on soit sur des petites ou des grosses unités, ça représente toujours un investissement quand même très important. Okay. Et avec l'arrivée des véhicules électriques, comment vous appréhendez ce nouveau marché? On va s'y adapter, on le prend bien. C'est juste qu'aujourd'hui, l'infrastructure, en tout cas sur le territoire, n'est pas encore totalement développée. Donc, le nombre de bornes, en gros. Ouais, le nombre de bornes, exactement, n'est pas encore assez développé. Donc, un client qui va louer un véhicule chez moi et qui va partir pour 2 semaines et qui sera logé soit dans une location ou dans une maison où il n'y a pas la borne ou qui n'a pas la possibilité de recharger parce que la maison n'est pas de solaire, ben, ce sera difficile. Ça va être compliqué. Il faut tout simplement louer à côté de la centrale électrique, tout simplement. Ah, ben bien sûr, ça c'est une super idée. Pour des vacances de rêve, et comme ça ils reviendront tout le temps en Martinique. Ouais, c'est tellement simple la vie. Enfin. Ils pourront parler de leurs magnifiques vacances. Oui, j'en ai. Appelez-moi quand vous avez un souci. Moi j'ai une question. De plus en plus se développe la location de voitures entre particuliers. Alors il y en a qui s'équipent de véhicules qui sont plutôt âgés, qui louent vraiment à des coûts très très bas. Ouais. Et il y en a d'autres qui se disent tiens, je vais en profiter, de toute façon c'est le bordel, donc je m'achète un véhicule plutôt récent et je me colle au prix des professionnels. Qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des dérives? Est-ce qu'au niveau des assurances, des accidents, d'un côté comme de l'autre, pour le loueur qui se dit peut-être je vais arrondir mes fins de mois, comme pour celui qui loue le véhicule? Moi, je pense que tout le monde a sa place sur le marché. Ouais. C'est quelque chose qui est déjà très développé dans l'Hexagone, qui arrive facilement depuis 6 ans. Il y avait une plateforme qui existait ici depuis 6 ans, qui a été rachetée. Moi, je pense que ça peut être une bonne alternative, sauf qu'il faut bien lire le contrat, il faut regarder quelle assurance qui accompagne les deux parties. Et après, l'état du véhicule. En général, on demande un véhicule qui a moins de 5 ans et moins de 100 000 km. Donc, je pense qu'il faut bien lire les clauses du... Comment être sûr que la personne, le loueur, déclare son activité, justement Je ne vais pas dire que c'est au petit bonheur à la chance, parce que il faut aller à l'information, il faut chercher l'information. Il y a des plateformes, je crois qu'il y en a encore une active ici, il y a une plateforme qui accompagne les loueurs et les locataires. C'est vraiment une plateforme qui met en relation les deux personnes. Il faut lire, il faut chercher. Okay. Moi, je sais que ça existe, mais je n'ai pas le nom exact. Alors, moi, je voudrais lancer un pavé dans la mare. J'ai le droit, hein. Non, attention, il prend de l'élan. Planquez-vous, je vous le dis. Hein. Non, il y a un truc qui m'horripile véritablement, et je voudrais que tu me répondes à cette question. Et tant pis si tu es concerné. Mais je trouve horrible qu'on nous oblige maintenant à nettoyer les voitures quand on les rend. Ah bon? Moi je trouve ça infect. Alors moi c'est comme si tu vas au restaurant, que tu manges et qu'on te dit il faut laver vos assiettes après. Clairement. Il faut laver vos assiettes après. J'ai un ami qui a manqué son avion à cause de ça. Surtout que c'est pas pro. Moi j'estime que c'est pas normal. Alors
On va laisser le professionnel. Moi, je te donne un avis, tu vois, c'est vraiment personnel là, ce coup-là. Ouais. Le coup de gueule de Jean. Moi, je laisse la voiture là. Est-ce que tu demandes ça à tes clients? Alors moi, si, bien sûr, je demande que le véhicule soit remis. Comme tu sors ici. Alors j'ai pas dû salir les biens parce qu'on n'a jamais rien dit. Ouais, mais ils te le disent dès le début. Alors attendez, on a la réponse pour voir du professionnel. Alors en général, on demande pas exactement le niveau de propreté, que le niveau de propreté soit exactement à ce que comme si on a au même niveau que quand le véhicule est parti. Exact. Ouais. On demande un minimum. J'ai des fois des clients, notamment les touristes malheureusement, où quand ils sortent de la plage, on se retrouve avec des montagnes, des quantités de sable. Ils reviennent avec la plage. Exactement. Et donc du coup, on est des fois obligé de payer un surcoût pour le nettoyage parce qu'on est équipé. Mais des fois on a des c'est tellement dégueulasse qu'il faut payer un surcoût. Les abus en fait. Exactement. Okay. Mais c'est vrai que moi je me suis toujours mis la pression avant de la rendre. Moi je fais le nettoyage. Vraiment. Mais moi aussi parce qu'on m'a toujours dans leur sens aussi. La caution. Moi je la prends et je la redépose, mais vraiment. Non mais enfin en général moi j'ai des clients qui savent qu'ils ne veulent pas ou en tout cas pas prendre le temps de le faire. Ils me demandent combien ça va coûter. On a un forfait pour ça. D'accord. Je découvre totalement. Du coup, il la dépose tout simplement. Et puis voilà. Oui, il y a ça aussi. Après, on se débrouille avec et le forfait, il couvre ou il couvre pas. C'était à moi de prendre un forfait, de proposer un forfait plus important. Mais moi, j'ai des clients qui me louent soit le véhicule à la journée. En général, je ne lui demande pas pour une journée de repasser à la station de lavage. Mais non. Et vous m'enlèverez la rayure là. Alors, j'ai une question supplémentaire. Du coup, pour un client, parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose que la personne ait sa voiture en réparation, qu'elle vienne en vacances, qu'elle soit locale, touriste, etc. C'est mince, je ne sais pas où louer ma voiture, j'en ai appelé 4, les prix sont exorbitants, ou alors j'en trouve plus nulle part. Quel conseil on peut donner aux clients pour qu'ils s'en sortent le mieux? Comment on fait pour comparer? Est-ce qu'on peut anticiper un petit peu pour être sûr de bien s'en sortir? Parce que c'est vrai que quelquefois, on est un peu perdu. Alors, comme je disais, c'est une activité qui est fortement impacté par la saisonnalité. Donc, plus on s'y prend tôt, mieux on est sûr d'avoir un véhicule et avoir une grille tarifaire qui rentre peut-être plus facilement dans le budget de la personne. Il faut savoir que, en général, je prends souvent l'exemple, quand vous partez en France ou même dans un autre pays, par exemple à la période de décembre, souvent les billets sont toujours plus chers. Et pour la location de voiture, c'est exactement la même chose. Si vous prenez 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance, vous êtes sûr d'avoir un véhicule, peut-être pas au même prix qu'à une saison basse, mais à un prix plutôt raisonnable. C'est sûr, mais quand on sait que par exemple, on en a parlé maintes et maintes fois, c'est compliqué quelquefois de faire réparer son véhicule quand on tombe en panne et qu'on se retrouve entre guillemets. Alors vous avez 2 solutions quand vous venez au garage Cratère. Alors vous avez le service de location qui vous est proposé. Mais il faut savoir aussi qu'en tant que particulier, quand vous avez un véhicule, vous payez une assurance. Et dans le service, généralement, de l'assurance, vous avez droit, des fois, sous certaines conditions, à un véhicule de prêt sous 1, ça 2, 3. Ça dure jamais très longtemps. Et surtout, ça dépend du contrat. C'est pas soumis à la disponibilité des véhicules. Alors, quand c'est dans votre contrat d'assurance, c'est une obligation de l'assureur de vous mettre un véhicule à disposition. D'accord. Exactement. Alors, vous avez des assurances. Quand ça arrive des fois le soir, vous avez un accident, un pépin, on vous envoie un taxi qui vous ramène chez vous, le lendemain qui vous récupère, vous amenez à une agence. Ou des fois, l'agence vient directement chez vous, vous livrez le véhicule ou sur le lieu chez le garagiste ou autre. Donc, si c'est de l'assurance, c'est une obligation. Si vous avez droit à un véhicule, que ce soit pour 2, 3, 4 jours, c'est une obligation. Ok, super. Très bien. Sinon, c'est l'anticipation. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Alexis Crater. Mais pas seulement Alexis Crater. On peut applaudir aussi Clara Elmira parce qu'on a une rubrique rendement menée. Et on a donné de la bonne information. C'est ça qui est important. Alexis, merci encore. Embrasse tonton de ma part. Ok, très bien. Voilà. Je ne manquerai pas et puis je fais un bonsoir à l'équipe. Voilà, tout à fait, avec grand plaisir. Et puis, si vous êtes d'accord, on fait une petite pause publicitaire puis on se retrouve dans un moment. Et puis alors, simplement pour le garage Crater, on rappelle quand même que le garage Crater fait le diagnostic, la réparation de véhicules, la vente de pièces détachées bien sûr et la location de voitures. On vient d'en parler un instant. Et c'est un garage qui est très particulier parce que rappelez-vous, il travaille en famille. C'est pour ça que je dis toujours bonjour au tonton. Donc, c'est important à préciser. Ça compte. Ouais. À tout de suite, après la pub. À tout de suite.
y va. Allez, vous êtes dans le grand talk show automoto de grandautomobile.fr et avec vous ce soir, la bande AJM et ses experts automoto, dont Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir. Clara Elmira. Mélodie Mussig, tous d'ici sur Maxime Matin. Jimmy Thomas. Yes, bonsoir. Et je garde pour la fin le meilleur, Claire Boulogne. Et Jean-Marc. Merci pas la à vous. jalouse, Éléonore. Oh. Alors, on voulait remercier avant de démarrer ce petit 20 minutes très intéressant, vous allez le voir. On va parler de mer, de sécurité, mais on voulait d'abord remercier Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel, merci à Dodge Ram Voiture, partenaire de l'émission. Et donc, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui est important pour nous. Pour moi. Et pour Éléonore, bien pour sûr. la Martinique. Et pour la Martinique, en plus. On va parler de parc naturel du Marin de Martinique. Du Marin. On a une petite variation. C'est parti, voilà. Non, mais si Vous voyez comme quoi. Et en C'était off, excellent. et en off, t'avais promis. Je vous promets que vous m'avez induit en erreur. Mytho. Du parc naturel marin de Martinique, pardon, excusez-moi. Et on reçoit donc Tiffaine et on va laisser Éléonore présenter Tiffaine et pourquoi donc elle est Alors, avec nous dans cette émission. Tiffaine Rivière. N'est-ce pas ça Tu vois, il y avait déjà un nom avait qui était été prédestiné. Alors, vous êtes tombé dans la marmite de la mer dès votre plus jeune âge. Vous avez mis le cap vers des domaines en rapport avec la nature et le territoire. C'est donc naturellement qu'après des études sur l'écologie marine, vous plongez dans le grand bain professionnel avec un poste sur les aires marines protégées. L'avantage, c'est que cela vous emmène sur des lieux côtiers magnifiques. La Charente-Maritime, n'est-ce pas ? La Méditerranée, où ça exactement ? Alors j'étais basée à Montpellier. D'accord. Et puis, à Eh bien, présent... bonjour. Ouais, c'est ça. Pas eu le temps de Ça varie les accents selon le jour. Et à présent, la Martinique. Adepte des modes de déplacement doux tant sur terre que sur mer, vous privilégiez la marche à pied, la navigation à voile et le kitesurf. Pour autant, votre message de sensibilisation est à votre image. Tolérant et ouvert. Chacun a sa place sur la mer, même à moteur, pourvu que l'on pratique une activité en faisant preuve de respect des autres et des normes. Vous travaillez actuellement au parc Marin de Naturel. Martinique. T'as vu comment je suis, moi? Dans la commune du Marin, avec plein de marins. C'est ça. Il va nous réinventer l'histoire. En tant que chargé de mission des usages maritimes, ce qui vous emmène à aborder des thématiques très variées, telles que la pêche, les activités de plaisance et la plongée. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer le rôle du parc marin rapidement avant que l'on aborde le sujet du pratique du motonautisme? Tout à fait. Donc c'est, comme tu l'as dit, une aire marine protégée. Donc l'idée est de gérer en fait cet espace-là, pas forcément par la réglementation. On n'a pas créé de réglementation avec la création du parc qui date de 2017, mais plus par la concertation et finalement l'échange sur les bonnes pratiques. Donc c'est aussi en convainquant tout le monde qu'on arrive à faire respecter des choses sans forcément mettre de la réglementation stricte. D'accord. Vous êtes une équipe de combien alors au parc? Alors j'étais toute seule en arrivant en 2018, j'avais pas de bureau, c'était bien. Et aujourd'hui on est, je crois, 20 basés donc à Fort-de-France et aux Trois-Îlets. Mais on est en fait, donc le parc naturel marin entoure la Martinique, donc toutes les eaux salées on peut dire, et même voilà, un petit peu saumâtres, font partie du parc naturel marin. Quelle superficie à peu près? Alors, 48 900. Voilà, Alors, tu vois, connais bien ta leçon. c'est calculé en terrain de foot. Ça reste sur les côtes ou ça va un peu Non, plus loin? Ça fait vraiment aussi au large. Ça a été mis à concertation, ça aussi. Au départ, c'était vraiment très côtier, plutôt sur la zone sud, qu'on imagine plus soumise, voilà, plein d'activités touristiques, etc. Oui. Et finalement, le choix a été fait d'avoir ce périmètre très large qui nous permet aussi de mieux connaître ce qui se passe dans les profondeurs. Et ça peut continuer à évoluer du coup? Alors le périmètre il est fixe. Ok. En fait, de toute Mais manière, on c'est peut quand pas même aller plus loin. C'est-à-dire au nord c'est la Dominique, au sud D'accord. c'est Mais on Ou peut dire alors, qu'au passage c'est que Napoléon, c'est le- ouais. pour le coup, On peut dire au passage que c'est le second, je le lis, c'est le second plus grand parc naturel marin français après celui de Mayotte. tout à fait. Wow, C'est quand même ok. pas mal. N'est-ce pas Et il s'étire d'ailleurs plutôt sur la longueur, on va dire, Tout à fait. ou la largeur plutôt peut-être, Bah si voilà, on regarde. Au nord et au sud on a nos Voilà. voisins et puis au Voilà. large on peut aller un petit peu plus loin. Et voilà. Et à échelle nationale, il y en a combien en fait? Alors il y en a 9, donc un en effet à Mayotte qui est C'est peu. assez ancien, qui date de plus de 10 ans. Et puis donc à peu près voilà, sur toutes les côtes en Bretagne, Normandie, en Méditerranée, en Corse. Et chacun a sa spécificité? Exactement, c'était basé là aussi sur une
réflexion, on va dire, historique, un parc naturel marin, il se fait là où il y a des hommes. Il se fait pas... Anciennement, on faisait des réserves naturelles là où finalement, il n'y avait plus personne, pas d'activité ou très peu. Et au fur et à mesure, on a vu qu'on n'y arrivait pas parce que l'homme prenait le dessus. Donc de toute manière, il fallait intégrer l'homme à la nature. Donc ça a été sur des zones donc, maritimes où se juxtaposaient à la fois des enjeux environnementaux et également des activités humaines. Et l'idée, c'est bien de concilier les deux. Alors, en parlant de juxtaposition, ça me permet de faire une parfaite transition pour le motonautisme. Et c'est là qu'on a un lien direct avec notre émission, puisqu'il y a aussi des sports mécaniques sur l'eau. Pouvez-vous nous décrire en quoi ça consiste, en fait, le motonautisme ? Qu'est-ce que ça regroupe ? Alors, c'est un terme qui n'est pas forcément très utilisé, mais en gros, vrai. ça regroupe toute la J'arrive pas à le dire, la preuve. Ça représente toute la plaisance à moteur, donc que ça soit sur un bateau, très, très basiquement, mais aussi donc, tous les sports vraiment mécaniques, donc jet ski, etc. Et un petit peu aussi tout ce qui est novateur. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les sortes de propulseurs. Là, on a des bottes, ça en fait partie. Être assimilé à ce motonautisme, donc ça peut être très large. Ok, alors, qui dit motonautisme dit aussi pression sur le milieu. Quels sont l'impact de ces activités de l'homme, en fait, de cette... c'est comment on dit l'adjectif ? Voilà, oui, exactement. Sur les milieux, qu'est-ce que vous constatez, vous, à titre de technicien Alors, c'est pas strict au motonautisme en tant que tel. De toute manière, on a différents... même un bateau à voile, en fait, a souvent un moteur, lui aussi. Donc, on peut penser directement la première pression, comme on dit dans notre jargon, va être la pollution plutôt chimique, donc tout ce qui est rejet d'hydrocarbures, d'huile. Donc même s'il y a eu des évolutions technologiques pour réduire énormément ces rejets, ils existent quand même. Donc à partir du moment où vous allumez un moteur dans l'eau, vous allez toujours avoir ces rejets-là. De fait, il y a également le bruit. Donc là aussi, moteur 2 temps, 4 temps. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, je sais que ça a été une des grandes avancées, notamment sur les jet skis, pour réduire véritablement ce bruit. Donc ça crée des dérangements. Et ça a été prouvé, ça, qu'il y a un impact sur les milieux aquatiques. Il y a eu des études. Oui, alors on ne peut jamais le prouver par A plus B, mais clairement... Enfin, sans doute quand même. Ça dérange des zones de reproduction. Voilà, aussi. à proximité en effet des zones de reproduction d'oiseaux. Donc là, en Martinique, on peut parler du rocher du diamant. Clairement, vous allez avoir un envol qui va se manifester. Avec les pailles en queue, par exemple. Exactement. Voilà. Juste une question quand même importante dans le prolongement de ce que tu dis. Quel est le... On a bien compris qu'il y avait une action de prévention, évidemment, qu'il y avait de préservation par définition des espèces, etc. Mais quelles sont les actions réelles que vous pouvez mettre en route sur le terrain quand justement vous constatez qu'il y a des choses qui ne vont pas, par exemple, en termes de motorisation de bateaux, etc. Est-ce qu'il y a une équipe derrière ? Est-ce que la police, la gendarmerie Oui, alors comme je l'ai dit, on essaye de ne pas faire les gendarmes de la mer non plus. L'objectif est vraiment d'adapter la pratique. C'est-à-dire sur certaines zones, oui, on peut faire du bruit parce que finalement, il n'y a pas d'oiseaux autour, par exemple, ou on peut améliorer justement les moteurs, etc. C'est plutôt communiquer sur là où il y a un impact et là où il y a un enjeu, essayer de réduire et d'adapter votre pratique en fonction. Après, oui, on a également une équipe qui sera constituée de 5 personnes, donc on dit assermentées et commissionnées, donc il y a un pouvoir de police et avec un bateau, bientôt 2. C'est important parce que... Tout à fait, en complémentarité des services de l'État qui sont déjà aussi... Oui, et puis en plus de la prévention, parce que c'est vraiment en amont, mais on sait toujours que l'être humain est ce qu'il est, et que malheureusement, dans certains cas, les gens ont beau savoir, en tout cas ils sauront, ils ne pourront pas dire qu'ils ne le savent pas, d'avoir ce côté gendarme qui va... On a des moyens qui sont relativement limités, la mer est aussi moins accessible, donc on ne va pas de toute manière être derrière chaque... Alors, puisqu'on vous a, on vous tient bien là. Hein. J'avais une question à vous poser concernant... Je veux savoir si vous avez une expertise ce soir sur l'arrivée des sargasses et sur son impact justement sur le milieu marin, sur le milieu naturel, on va dire. Est-ce que vous avez déjà des résultats ? Est-ce que vous avez des actions aussi entreprises ou à entreprendre ? Oui, alors on essaye, en effet, on brosse assez large, le parc naturel marin, ça englobe vraiment toutes les thématiques. Donc on a en effet une équipe dédiée à cette question-là. Nous, on n'est pas chercheurs, on n'est pas un institut de recherche, donc on laisse les chercheurs, est-ce que ça vient du Brésil, des ça apports, pour l'origine des sargasses, oui. On ne va pas rentrer là-dedans. Nous, on est plutôt sur donc le constat sur le territoire, donc on essaye de voir aujourd'hui l'impact sur les milieux naturels. Oui. Donc en fait, c'est un banc de sargasses qui arrive et qui vient se rester pendant quelques semaines. On l'a vu récemment. Exactement. En fait, on a une dégradation de ce qu'il y a dans l'eau et en dessous. Inversement, les bancs de sargasses apportent aussi des choses intéressantes, donc des nutriments, des tortues ou des grands prédateurs vont utiliser ces sargasses pour s'alimenter. Donc
Il y a un échange, je veux dire, dans la nature un peu naturel, un écosystème. Voilà. On a quand même ça reste une pollution. Voilà, c'est quand même beaucoup plus de milieux dégradés que davantage d'avoir ces sargasses. Mais on essaye de l'évaluer et surtout de voir comment le milieu peut renaître, on va dire, après. Ou absorber en tout cas la chose. Donc là, on a vu le premier volet lié aux activités sportives. Là, je vais passer aux activités festives. Puisque bientôt, l'actualité sera sur le Tour des Yolles. On l'a abordé la semaine dernière avec l'association T-Wind. Quelle est votre action pendant ce Tour des Yolles ? Alors, je laisse encore un peu le suspense. Tout n'est pas encore calé. Alors, les autres années, votre expérience sur ce tour, c'est ça qui est intéressant. En 2019, surtout, on est une équipe assez jeune. Donc, en 2019, on était présent sur les after-Yolles. Donc, on était plutôt sur l'entrée déchets, de pouvoir à la fois donc, distribuer des éco-cups et puis également des sacs poubelles, etc. On a eu le constat aussi que malheureusement, en fait, dans ces situations-là, on ne fait que répéter. Et ma directrice qui est là depuis des années, elle dit on donne et finalement on n'a pas le changement de comportement qu'on attend. Donc cette année on prend un peu un axe inverse, en tout cas on n'est pas dans ce côté-là. L'idée est de faire passer un message plutôt, ramène ton éco-cup parce que finalement tout le monde a une timbale qui traîne, donc en fait mets-la dans ta voiture parce que de toute manière c'est les grandes vacances, tu vas les piquer, donc en fait c'est aussi responsabiliser chacun parce que là encore en fait on ne pourra pas distribuer des sacs poubelles jusqu'au bout de notre vie, enfin en fait les gens, il faut juste qu'à un moment donné il y ait un petit déclic. Donc mais quand on voit ce qui se passe sur Terre, on a des questions à se poser quand même. Tout à fait, mais bon, on y croit, on est peut-être un peu naïf, mais... Je peux vous dire que moi j'insiste sur ce fait-là, Éléonore, simplement parce que donc nous on tourne, quand Automobile.fr tourne pour faire des essais automobiles, on tourne dans on va dire les belles régions de Martinique, elles sont toutes belles, mais on va dire des endroits plutôt magnifiques avec la mer, etc., et on découvre des kilos de déchets de partout. C'est terrible, hein. Donc j'ai vraiment peur pour la mer. Justement à ce sujet, j'ai une dernière question à poser avant que tu continues, Éléonore. Je voulais savoir, aujourd'hui, est-ce que là, pareil, est-ce que vous avez une expertise sur finalement vous êtes là depuis quand, vous avez dit, depuis votre poste ? Le parc est créé depuis 2017, mais on est vraiment actif, on va dire, depuis 2019. 2019. Donc là, en 3 ans, on va dire, en 3 années. Avec le Covid au milieu. Non, mais est-ce que déjà là, vous pouvez nous parler de l'état finalement de la faune, de la flore sous-marine ? Est-ce que là, il y a... Non, mais justement, c'est important de le savoir. Je pense que les auditeurs, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe véritablement. Est-ce qu'on a une nature là, marine et sous-marine, qui est en état ou qui est en train de se dégrader fortement ? Se dégrader très très fortement et de plus en plus rapidement. On assiste là encore à des mortalités donc sur les récifs coralliens, une maladie qui se propage du nord de la Caraïbe qui arrive chez nous, qui est arrivée depuis 1 an. Là depuis quelques semaines on voit les oursins diadèmes, donc là c'est une hécatombe, il y a une épidémie. Après bon voilà, c'est aussi la nature, hein, mais on peut se demander les origines qu'on ne connaît pas toujours, mais c'est très récurrent, en tout cas de plus en plus récurrent. Et là on est en train de mener, ils ont fini il y a quelques jours les opérations de terrain, donc une nouvelle cartographie des habitats marins, donc qui va nous évaluer justement, la dernière date de 2009 et on est revenu donc plus de 10 ans après, donc on va essayer pour pouvoir comparer. Alors c'est toujours compliqué parce que les technologies ont évolué, comparer ce qui est comparable, mais déjà à l'époque, et de dire de tous les experts, et même vous interroger n'importe quel plongeur qui est là depuis quelques années, il voit la différence, bien sûr. Sur certains sites. Mais là tout de suite, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour inverser les choses en Martinique, j'entends, sur la zone Martinique, sur la zone du parc naturel. Il me vole toutes mes questions. Pardon, c'était ta question, non ? Il nous reste Vas-y, Éléonore, non. Mais repose-la. On fait comme à l'école, tu sais. Je complète. Non, mais c'est de ma faute, il a pas vu mes questions avant. D'habitude, je lui envoie, mais là, non, mais vas-y alors. Ces derniers temps. Non, je voulais compléter déjà ta première question, précédente. C'était plutôt sur ça revient à peu près au même, mais sur le réchauffement climatique. Est-ce que vous voyez là un lien entre le réchauffement climatique et l'impact ? Ou alors, il y a un impact certes, mais on ne peut pas dire exactement à quoi c'est dû. Non, la science ne va pas nous apporter des réponses. En fait, ça va tellement vite que le temps de la science, il est généralement beaucoup plus long que finalement ce qui se passe de plus en plus. Combien de temps il nous reste, en fait, moi je ne vais pas être non plus fataliste. Je regarde tous comme ça. Oui, je vais dire avant que ce soit vraiment la cata. Voilà, c'est impossible. Et peut-être que certains petits déclics vont permettre aussi on a une nature qui est quand même relativement très, très, très forte, en fait. À partir du moment où on met des petites zones, des fois
en réserve ou quoi, on va voir les choses se métamorphoser très rapidement. Donc là, la nature a une capacité de résilience aussi assez importante. Donc après, est-ce qu'il y a un point de non-retour ? Ça, je ne suis pas devin, mais en tout cas pour l'humain. Et peut-être que voilà, c'est simplement, il y a tellement de choses à faire, je ne vais pas pouvoir tout lister. Mais ça part du comportement au quotidien, on a parlé des déchets, le côté assainissement également. Donc, ce qu'on fait et puis de respecter certaines choses, quand on dit de ne pas aller sur le rocher du diamant, c'est ne pas aller sur le rocher du diamant. C'est quoi ce regard ? Je pense que c'est vraiment un détail, parce que je pense qu'il y a peu de gens qui vont sur le rocher du diamant. Il y a peu de gens qui vont sur le rocher du diamant, mais par contre il y a énormément de rejets dans l'eau de mer. Je veux dire, on voit encore dans beaucoup de communes malheureusement les eaux, peut-être pas les eaux usées, mais les eaux usagées se déverser dans la mer. Donc, et si on parle précisément... C'est valable ici, mais c'est valable ailleurs dans le monde, évidemment. Oui, c'est un peu exacerbé quand même. Il y a des actions très marines, donc c'est aussi le parc, il est là un peu pour cibler la mer, mais pas que. Donc ça rejoint aussi la question de qu'est-ce qu'on va faire autour des yoles. Donc la pression sur le mouillage, les encres, va forcément là, au-delà même de la fragilité des écosystèmes qui est déjà actée. Là, en fait, on va détruire directement... En fait, le souci, c'est le mouillage aussi sauvage, c'est-à-dire être sur des zones qui ne sont pas déterminées. On jette son encre. En plus, on sait bien que le Tour des Yoles, il y a vraiment un effet d'armada. Les gens arrivent, se mettent les uns aux autres, marchent, et là, c'est une catastrophe. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Enfin, normalement, un vrai marin, je veux dire, quelqu'un qui possède un bateau ou qui loue un bateau ou qui est passionné de bateau et de mer, généralement, il mouille pas n'importe où, ou même voire il mouille pas du tout. Non, on a très peu de vrais marins. Aux yoleurs, surtout les bateaux à moteur. J'allais dire, ce ne sont pas des yoleurs autour des yoles forcément. Et c'est quoi le conseil que vous donnez juste pour le mouillage ? Donc pour le mouillage, c'est la clé d'entrée, c'est d'essayer de voir le fond et de cibler les zones, donc les fonds blancs, le sable en fait. Donc on va là pouvoir ancrer, donc éviter effectivement les zones de coraux et d'herbiers, où là on va avoir une zone vraiment, une dégradation qui va être parfois irréversible, quoi. On va casser le corail et de fait. Donc notre idée, en tout cas sur le tour, c'est aussi de communiquer sur ces pressions-là et de pouvoir être présent sur site pour expliquer un petit peu. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, aussi l'un d'entre nous a une âme là d'éco-responsable. J'espère qu'on l'est tous dans notre quotidien. Tous, mais bien sûr. Est-ce qu'il y a un rôle d'ambassadeur qui existe ? Peut-on se joindre à vous pour avoir une action spontanée, vous donner des informations ? Oui, alors on le fait avec certaines associations, avec les yoleurs également. On a prévu de désigner des MAPIPI environnement. Donc chaque équipe aura son yoleur environnement. On espère. Donc ça sera quoi son action en fait ? C'est quoi l'idée ? Et l'idée, après toutes les idées sont bonnes à prendre, comme j'ai dit. Tant qu'on a de la bonne volonté, en fait, ça sera toujours positif. Ok, alors je vais finir sur une dernière question puisque c'est un peu les perspectives d'avenir, mais très proches. Du 27 juin au 3 juillet, vous organisez une dizaine de sorties gratuites dans le cadre du festival Bélia Lamay, la Ronde des Océans. Une semaine de célébration, sorties et animations gratuites avec des séminaires. Alors allez-y. on est à plus de 70 sorties gratuites sur tout le territoire. Donc c'est énorme. On va communiquer très bientôt, ça sera en ligne sur Data Caraïbes et l'idée c'est de faire venir les Martiniquais à la mer parce que aussi pendant le tour on va parler de ça, c'est-à-dire l'émerveillement, c'est-à-dire la mer est encore belle malgré tout et il faut pouvoir communiquer dessus. Donc on a l'habitude de voir le littoral quand on randonne, potentiellement quand on fait de l'aïeul, mais finalement ce qu'on voit en dessous l'aïeul, peu de gens le savent. Et on a encore alors on pourra-t-on voir toutes les informations de cet événement pour les gens qui s'intéressent ? Donc sur le site internet du Parc Naturel Marin, on a aussi une page Facebook Parc Naturel Marin et donc sur la Data Caraïbes, je pense qu'en tapant Bélia Lamay, tout ça s'affiche, ne vous inquiétez pas sur la vidéo. Donc, donc vous êtes tous au courant et invités. Merci beaucoup Tiffaine. Super. On recevait donc Tiffaine Rivière du Parc Naturel Marin de Martinique. J'y suis arrivé à la fin, c'est incroyable. Merci à vous en tout cas. Et si vous êtes d'accord, on fait une petite pause publicitaire et on se retrouve dans un moment. Merci encore. Merci Tiffaine. Merci. Allez, vous êtes de retour dans le grand talk show automoto de grandautomobile.fr avec ce soir exceptionnellement la bande AJM, mais non, comme d'habitude, je dis n'importe quoi. Et ses experts automoto. C'est pas nous. Sur Maxime, c'est pas nous. Il a lancé sa carrière d'humoriste, Jean-Marc. C'est bientôt les vacances, c'est pour ça.
Allez, on est sur Maxi Martinique, la meilleure des radios, 107.3 FM. Alors, on remercie bien sûr l'hôtel Batelière, on remercie Speedy Martinique, qui a ouvert son centre le dernier à... Trinité. Non, mais tu n'es pas devant ton micro. Trinité. Ah, voilà. Il va pas être content, Hervé Roas. Il va dire, elle n'avait pas son micro. Mais Hein fais la révélation. Merci donc à Dodge Ram Voiture, partenaire de l'émission, la Challenger de Clara. Si vous saviez Clara en Challenger, Tout à fait. waouh, Ça déménage. juste avant d'arriver au théâtre, c'est fabuleux. Alors, nous avons le plaisir de recevoir ce soir de façon extraordinaire Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir. Clara Elmira, la petite revenante, Elodie Mussig, qui a changé son look carrément. Ça c'est bien, juste avant l'été, on voit les femmes qui se tiennent et tout, elles changent son look juste avant l'été, c'est juste fabuleux. Merci à Claire Boulogne qui est avec nous. On a fait des super essais avec Claire Boulogne, à bientôt là, vous allez voir. On va vous proposer des super essais moto, dont une Apria normalement. Hein, Chut, faut pas en dire trop. Faut pas en dire trop. Hein. Ouais, Oh bon, là ouais. là. Et merci à Jimmy Tomer, notre spécialiste essai auto, qui a un peu au chômage technique là. Non, du Bon, tout. Oui, non, c'est vrai, ça, on t'entend pas Je fais des trop. photos, mais je suis là, les filles. Non, c'est parce qu'il est, C'est notre il retient les photographe, choses, il est en train de attitré. préparer une super émission, Ouais. je veux dire, où il va parler seul. Prochainement. Donc voilà, Waouh. prochainement. Oh. Sur quoi? Il faudra On adore. l'écouter. La bande à Je te Jimmy. laisse- La bande à Jimmy. Ça serait super la bande à Jimmy. La bonne à Jimmy. Ça ressemble bande à JM. Ça sonne bien, hein. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Il va s'installer en face de chez nous et on va se faire la guerre, ça va être la totale. Il va se mettre sur une radio concurrente, la bande à Jimmy. Tu vas nous dire la putain. thématique. Surprise. Bah pourquoi? Bah, attends, surprise. Est-ce que ça va nous surprendre ou est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on sait de toi? Quelle maquerelle quand même. Ah bah bien sûr. Non, mais Ce sera de la bonne information. Ouais, De la c'est vraie de la information. Ne vous inquiétez pas, La c'est de la bonne bonne information. Vous allez voir ça, c'est extraordinaire. Alors nous, Ok. avec Claire, on a eu une super expérience cette semaine. On est allé voir donc le garage All Shot d'Ucos, sur la zone de Petite Cocotte, pardon. Et on reçoit donc Paul Lemaire, qui est né dans le nord de la France, qui a grandi en Martinique. Il était arrivé d'ailleurs ici il avait 4 ans. Il est parti faire ses études, comme beaucoup d'enfants, normalement, à 15 ans ou 16 ans, un peu plus. 17 ans. Non, t'étais Non, je précoce. pense Toi, à t'étais pas 17 ans. précoce. Il est parti en France hexagonale, donc, mais aussi à l'étranger. Il a travaillé dans un grand groupe en Martinique, puis s'est lancé donc, il y a 3 ans dans l'aventure de Shot Garage. Donc c'est un garage de réparation automobile, de réparation de moto, je vais y arriver. Et il fait pas que ça d'ailleurs. Et on va laisser la parole à Claire Boulogne. Ok, bon, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Claire. Alors, du coup, effectivement, j'ai eu la bonne idée de faire intervenir le Shot Garage et d'aller les voir parce que j'avais envie, pour la chronique qui va passer du coup la semaine prochaine, Oui. de mettre en avant un petit peu tous les contrôles et tous les checks en fait qu'on doit faire quand on est motard, sachant que souvent on oublie, on pense qu'on met juste la clé, le contact et puis on s'en va, sauf qu'il y a la sécurité, il y a plein d'autres points à mettre en place et à vérifier. Donc du coup, faut savoir que le Shot Garage, ça a été, donc c'est une expérience, il me semble, très récente. Ouais. Le garage a... Tout juste un an, bientôt là. D'accord. Donc le garage a tout juste un an, donc j'espère qu'on sera invité à l'inauguration bientôt. et du coup, il me semble que vous l'avez donc créé à 2. Ouais. Tu as Alors, Arnaud. En fait, donc, comme tu disais, il y a un an, donc Arnaud, mon associé et moi-même, on s'est lancé, on a créé la boîte. On a trouvé un petit local, on a un petit peu galéré. Ouais. C'est ok. Ouais, c'est bon, tout va bien pour le micro. Ouais. On lui fait des petits signes pour les auditeurs qui comprennent. Il sait qu'il n'est pas tout à fait en face de son micro. On n'aime pas ça, nous. On a un Hein. petit peu galéré à trouver le local. Tu On a pris m'étonnes. 6 mois à trouver. Donc l'activité n'est pas très bien acceptée, on va dire ici. Il y a beaucoup de soucis. Voilà, nous on a fini par trouver à Ducos. On cherchait quelque chose de situé sur le centre-sud pour toucher surtout le sud où il y a a priori pas grand monde à part Sunshine Racing qui fait les petites motos. Mais qui fait des petites motos. En réparation, donc moto. Voilà. Pas grand monde en Donc, réparation moto. ouais, il n'y a pas grand monde en réparation moto, préparation et autres, puisqu'on fait un petit peu de tout. On a tout type de clients. On a des clients qui viennent faire des entretiens, mais on a des clients qui ont oublié leur moto aussi pendant quelques années, qui s'éveillent. qui Dans le disent, garage. que vous êtes magicien. Donc vous faites du gardiennage aussi? Non, on fait pas de gardiennage. On fait plutôt de la résurrection. Du réveil de D'accord, vous réveillez d'entre les morts. On a eu- Ah ouais, des machines. Des D'accord. machines qui dorment 10 ans et puis après on nous demande gentiment de les démarrer. Donc on essaye, on y arrive parfois pas, mais Ok. on fait de notre mieux. D'accord, ok.
Bon, du coup, en fait, si je comprends bien, ta clientèle pour All Shot, là, ton bilan là, de cette année, c'est un petit peu varié. Tu as un peu de tout. Oui, on fait un petit peu de tout. En fait, on fait de la commande de pièces si nécessaire. Enfin, forcément, puisque quand une moto arrive chez nous, soit en général c'est pour un entretien, là c'est plutôt rapide et facile, soit c'est suite à un accident, soit c'est suite à une panne. Donc à partir de là, on diagnostique, on voit. Si c'est un accident, il y a tout le processus avec un expert, etc. Donc on passe les commandes de pièces. Donc ça peut être des commandes pour réparer une moto, mais aussi pour préparer une moto pour quelqu'un qui vient d'acheter une moto, par exemple. Je sais que toi, par exemple, tu vas chercher à équiper la exact, ma ligne d'échappement, donc, exactement. Il y a des gens qui se font plaisir, il y a des gens qui essayent de réparer leur moto. Donc voilà. Oui. Alors, une question que je vais te poser, on connaît l'amour, fusionnel qu'on peut avoir avec son engin, avec sa moto, que ce soit un homme ou une femme. Je veux dire, quand on a acquéri une moto, l'idée c'est d'en être amoureux véritablement. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on doit aller chez All Shot plutôt qu'ailleurs? Alors, nous, on va dire qu'on se distingue. Alors, c'est sur 2 points. On va dire que nous, véritablement on conseille, c'est-à-dire qu'on est disponible, vous pouvez parler avec le mécanicien, ce qui n'est pas souvent le cas. Notre atelier, comme vous avez pu le voir, est très ouvert, peut-être un petit peu trop justement quand il pleut, mais du coup, les clients ils peuvent profiter de ça et échanger avec nous quand ils voir les réparations, voir les réparations, ce qu'on fait, ce que vous faites. Donc, ils sont plutôt rassurés, quand ils ont des questions, on y répond et ils sont assez contents de ça. Alors ça, c'est positif et négatif parce que nous des fois on a un petit peu de mal à se concentrer quand on fait des tâches un petit peu compliquées, mais l'idée c'est de vraiment échanger et les gens sont plutôt contents et satisfaits de ça. Ouais. Et Arnaud, donc qui a 40 ans, qui est originaire de Lyon, lui il est expérimenté en moto, notamment sportive, donc alors, ça lui donne peut-être aussi une... Alors il y a plusieurs catégories, je ne sais pas si Claire en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais en moto on va dire que vous allez avoir tout ce qui est sportif, c'est ce qui est assez populaire ici, c'est-à-dire les grosses machines qui vont à des vitesses de pointe assez élevées. Un peu celle de Claire. Ouais, voilà, du 300 km/h. Voilà. Avec sa Monster, Ducati. Est-ce que vous avez, excuse-moi, je te coupe un instant, Paul, mais c'est important pour les auditeurs. Est-ce que vous avez été allé voir sur gtmoto.fr? Il faut absolument aller voir le reportage qu'elle a fait sur sa Monster Claire Boulogne, tout en rouge. Alors, je te dis qu'on était obligé d'appeler un service de sécurité. Des défibrillateurs. Allumez le feu. Défibrillateur pour le... Incroyable, 12 morts, 15 blessés. Un carnage. Ah ouais. Ouais, non, une belle moto. Bon. Donc. Et du coup, Arnaud, pas mal d'expérience, il a fait beaucoup de pistes plus jeunes. C'est rassurant quand même, quand on emmène une moto qu'on aime à la folie. Il s'y connaît vraiment bien dans cette typologie de moto. Après, moi, je fais plus, par exemple, un petit peu de supermoteur et de cross. Et enduro. Tout ce qui est un peu plus vers la terre, donc des plus petites cylindrées. Donc, ce qui est cool, c'est qu'à deux, on a cette complémentarité où on arrive à couvrir un maximum de motos, on va dire, puisque nous, on a un garage multimarque. Donc, voilà, vous venez comme vous êtes, tant que vous avez une moto avec des vitesses, on précise. Parce que pour nous, les scooters ne sont pas des motos. Considérés comme des motos, avec ces personnes, ça aussi, c'est autre chose, c'est d'autres fournisseurs et on ne veut pas s'embarquer là-dedans. Parce donc spécialisé moto. Ouais. Oui, alors du coup, moi je voulais justement mettre en avant aussi la spécificité du garage, qui fait que il me semble que vous preniez avec et sans rendez-vous. Oui, exactement, c'est-à-dire que tout ce qui est rapide, tout ce qui est service rapide, on essaye de mettre ça en avant aussi. Il y a quelques personnes qui le proposent ici sur les pneus. Nous, on le propose sur les pneus, sur les petites mécaniques. Etc. Tout ce qui va ne pas excéder, on va dire, 30 minutes sera fait sur demande. Donc, au-delà de ça, on prendra rendez-vous pour des entretiens plus conséquents. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a la partie dans la réparation, est-ce qu'il y a la partie conseil? C'est-à-dire que juste pour aller au bout des choses, vous adaptez tout le monde, il y a tous les budgets. Après, on veut bien, c'est-à-dire que vous pouvez partir sur de la pièce d'origine qui est naturellement chère parce que les constructeurs sont chers. Vous allez avoir des fabricants qui font de l'adaptable et donc là, c'est au client de nous dire si ce qu'il veut souhaite ou pas passer par de l'adaptable, et on a aussi même le choix d'avoir de la pièce d'occasion mais vérifiée. Donc on a ces 3 choix là et on essaye de s'adapter au client, mais c'est d'abord au client de nous dire un petit peu ce qu'il veut parce que nous on a ce catalogue de choix et c'est à vous de nous orienter.
Et ça vient d'où Hellshot Garage? C'est intriguant. C'est Hellshot. Ah, Ouais, Hellshot. Mais en fait, Ah non, c'est moins charmant. Parce que moi, je le vois depuis tout à l'heure, je suis en train de Le mot chercher. d'échappement, en fait. Ça Tu sonnait mets les bien. pieds dans le plat. All-shot, en fait, c'est une prime qui était donnée au premier virage. Donc, c'est en gros, quand par exemple, dans les courses de motocross, typiquement, vous avez une ligne et vous avez 20 à 25 pilotes qui démarrent sur la même ligne et qui vont arriver au premier virage à peu près en même temps. Et là, Du coup, c'était pour motiver tout le monde à se jeter encore plus fort dedans. On donne une prime et cette prime s'appelle le All shot. Hellshot. Quand vous faites le all shot, vous avez un petit billet. D'accord, donc c'est ça pour parlera aux motiver, aguerris. faire le ouais. spectacle quand il y a une course. Ok. C'est un nom de passionné du coup. C'est ça, Exactement. Et il me semble d'ailleurs que tu es un passionné Ouais. aussi. Ça s'entend. Et puis pour le petit détail, le tripode en fait C'est Un une micro, hélice. tu sais, tu peux prendre le micro. Alors, ouais. Oui. N'aie Ouais, pas nous, peur on du a micro. lâché l'affaire, on Ça sait va. que sinon. Pour le petit détail, le tripode en fait, lui, c'est repris de la célèbre course de l'île de Man qui a eu lieu la semaine dernière. Ouais, En fait, première c'est la semaine de course juin. alors pour les auditeurs, on parle du t-shirt que porte Paul C'est le logo, c'est avec le logo Exactement, le de Titi, All Shot. On a Garage. quelque peu repris, modifié. adapté à votre voilà, sauce. c'est ça. Ouais. Donc vous Alors- êtes en inspiré. Une question, quels sont vos clients ou vos clientes aujourd'hui finalement, bon, on a vu qu'il y avait un profil particulier quand même malgré tout sur la typologie de moto, mais vos clients aujourd'hui là avec un an de travail. Franchement, on a vraiment de tout, hein, parce qu'on a des clients qui peuvent venir par exemple de Ducati, on va avoir tout type de marque. Il y a des clients qui n'ont pas la patience d'attendre chez les gros qui ont un gros flux et qui n'arrivent pas à gérer, ou en tout cas qui ont parfois jusqu'à un mois d'attente. Ce qui est nous, le on cas. récolte ces clients-là. On a aussi les clients qui ne sont pas acceptés par ces gens-là parce qu'ils n'ont pas forcément Acheter la certaines moto marques chez la qui cantonnent à leur concession. marque. Il y a aussi des clients qui ont des motos dans des états où il y en a qui préfèrent pas s'engager. Nous, on reste relativement ouvert. Ça dépend aussi du client parce que forcément, si un client a une moto qui est déjà compliquée à travailler et que derrière il n'a pas le budget non plus, ça peut être compliqué. Donc nous, on travaille en bonne intelligence en général. Franchement, la typologie de clients, c'est très difficile à dire pour nous. Et beaucoup de typologies de clients se mélangent dans le garage et c'est assez marrant à voir. Ils échangent. Ils n'ont pas du tout les mêmes motos, mais ils ont vraiment la même passion. Et les c'est femmes sympa à voir. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, on avait fait un petit atelier mécanique avec Forme Madabag, avec l'association. Exactement. Cool. Ça avait été très intéressant parce qu'on avait remarqué que, et je pense pas que ce soit que les femmes, qu'il y a beaucoup de motards qui malheureusement ne connaissent pas toutes les petits checks à faire. Ouais, les petits checks, ne serait-ce que les pneus, les plaquettes, les freins, quoi, les choses vraiment importantes qui permettent d'éviter un gros accident. Donc c'était, je pense, oui. Ça devrait se faire aussi pour la voiture au final. Exact. Ah, mais Ça serait une bonne parce idée. que la voiture, on se sent un peu protégé, mais c'est vrai qu'en moto, on n'a pas le choix, on n'a pas le droit à l'erreur. Bien sûr. Et ça fait vraiment, je Oui, veux dire, c'est- ça coûte cher, c'est non d'autant seulement pour plus la important. moto, mais physiquement, ça coûte Ça cher coûte quand plus on fait cher une erreur, physiquement. quand on tombe, quand on a des pneus qui sont un peu abîmés parce qu'il y a Bien un sûr. peu d'eau et tout. C'est dommage. Et ouais, ça prend du temps avant de revenir au point où on était avant. À la Alors, c'était pas normale, ma ouais. question du coup. Même question que Mélodie tout à l'heure. Comment vous appréhendez l'arrivée l'obligation de la moto électrique du coup? Alors j'ai entendu parler de ça tout à l'heure. Pas. Le truc, c'est que, j'ai mon propre avis sur la question, mais j'y crois moyennement. Non mais là les Européens, les députés européens viennent de c'est voter. passé, là. Ça va C'est passer. possible, les gars, je Ça vous va le dis, passer. 2035. Non, Hein. mais ça, ouais. Je pense qu'il y a une réalité, c'est-à-dire que déjà la note par exemple, alors on parlait de bornes, mais c'est pas que ça. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la centrale n'est pas du tout en mesure de produire l'électricité nécessaire pour tout le monde. Même si on devait demain alimenter que des voitures, ce serait pas possible. Donc vous pensez qu'il y aura Il y aura- des exceptions régionales peut-être, Alors, ça, territoriales? C'est sûr, il y Très aura des clairement, rebelles. il y aura un décalage en Martinique, Ouais, je pense c'est que sûr. Je sais pas de combien d'années, mais ce sera énorme. Et de toute façon, il n'y a pas les minéraux aujourd'hui, il y a déjà des problèmes pour produire les motos. Donc tout ce qui est carte électronique, tout ce qui est minerai rare, tout ce qui est cuivre, etc. C'est des choses aujourd'hui. Moi je connais pas les chiffres dans les motos pour le coup parce qu'il y en a pas beaucoup. Mais dans tout ce qui est voiture aujourd'hui, une voiture c'est environ 7 kg de cuivre. Demain une voiture électrique c'est 80. C'est juste pas possible en fait quand on sait. Le cuivre, ouais. Et ça c'est qu'un exemple. Dans une voiture il peut y avoir 57 éléments du tableau périodique. Donc pour moi c'est pas réaliste. Je pense que si on le vit, on le vivra pas longtemps.
Donc bof, on verra. Hein. Moi, mon associé, j'ai de la chance, il est électricien de base. Ils avaient prévu le coup en fait. Voilà. Ok. Il a une base. Vous allez pouvoir prendre le premier virage du coup. Ouais, Exact. On le prendra, de toute façon, si on est obligé, on le prendra. Mais J'aime trop le clin d'œil. ça va le faire. Ok, donc du coup, mais pour ta première année du coup de Ouais. création, c'est quoi un petit peu ton bilan là Qu'est-ce que t'en penses, honnêtement? Mon bilan, c'est qu'il reste beaucoup de taf. Il y a beaucoup de, pardon. Il y a beaucoup de travail. Ah, beaucoup de taf, ouais. oui. Ouais. Non, c'est une petite entreprise, mais il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de marques, etc. Mon bilan est très positif parce qu'on a énormément de clients. Franchement, plutôt satisfait. On a eu, bien sûr, hein, comme tout le monde, on peut avoir des clients qui sont mécontents, mais c'est relativement rare et on est content de ça. Après, on s'applique aussi. Maintenant, il va falloir qu'on réussisse à s'organiser pour être aussi qualitatif avec tout le monde. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est bien plus compliqué. Nous, on a déjà commencé à avancer et à se staffer un petit peu. On a pris un apprenti qui a 21 ans. Donc, ça fait bientôt 6 mois qu'il est avec nous et ça se passe bien. Ok, Donc, super. j'espère que lui, il va performer et qu'on le gardera et qu'on grossira tout doucement, même si on n'a pas vocation à devenir un très gros Non, papa. vous voulez rester familial, Ouais, voilà. à échelle humaine. Ok. Non, mais c'est toujours intéressant. Bon, un petit conseil comme ça, Claire, un petit conseil comme ça, la moto du moment hyper intéressante qu'il faut dur à avoir dans donner son garage. Il y a tellement de c'est ça. Franchement, c'est. Allez, je sais pas, Mais dans par les rapport à toi. roadsters par exemple. Dans le milieu des roadsters, qu'est-ce que moi, si je devais en acheter un, j'achèterais un KTM Duke 890. Ouais. D'accord. Je pense que c'est le truc le plus fun à l'heure actuelle qui reste raisonnable. Après, sinon, il y a le Non, déraisonnable, mais il là, est bien. Bon, et les motos des constructeurs automobiles, là, donc BMW, Seat, Seat, tout ça, intéressant, c'est pas mal aussi. Ils font pas beaucoup de modèles, mais ils savent ce qu'ils font. Ça vous arrive de réparer du BMW, non Ça ou pas nous arrive, ouais. Après, on a de plus en plus de problématiques à gérer au niveau de tout ce qui est diagnostic électronique, puisque Ouais. les marques en fait ferment de plus en plus. Ouais. Donc on peut pas tout faire, mais très souvent en fait on s'en passe. Et vous On a vous de la chance adaptez. en moto, on n'est pas encore comme dans une voiture où c'est vraiment Tout vaisseau est électronique, spatial et ouais. si on n'a pas une valise de diag, on fait rien. Mhm. Nous, on peut encore s'en sortir largement. Donc ça va. Claire. Oui. Alors, la question, Bon. moi j'ai une question encore. Vas-y, donc, mais vas-y, je t'en prie, vas-y. Alors, maintenant, en termes de consommation, consommation de carburant en particulier, est-ce qu'il y a eu, est-ce que tu as vu une évolution dans les motos justement, ou est-ce que la moto reste encore Pour moi, un des engins qui consomme le plus quand même non, alors pour moi, je pense. Si on pense au point de vue écologique large, pour moi, ne serait-ce qu'en construction, ça n'a rien à voir par rapport à une voiture. Par contre, si on parle uniquement de consommation de carburant, pour moi, les 3/4 des motos consomment moins qu'une voiture moyenne. C'est juste que oui, il y a des motos, en effet, quand on passe sur des Les sportives, ouais. des sportives, etc. Oui, là, c'est Effectivement, un gouffre, mais en même temps, C'est une de la- sportive en même Enfin, temps. je veux dire, ouais, c'est comme une voiture 1000 aussi. cm3 qui fait 200 chevaux, aujourd'hui, il faut une Ferrari de 600 chevaux pour commencer à rivaliser. Donc c'est normal que ça consomme. Ok. Alors moi je voulais juste finir. Non, Claire, hein, on peut plus. Hein. T'as rien dit, tant pis, fallait parler. Hein. Alors la dernière, mais très rapidement. alors. Ouais, je finis. C'est juste en fait que je voulais juste parler d'un service que vous faites associé. Donc effectivement, j'ai vu aussi qu'il me semble que vous commencez à vendre quand même des huiles, des produits aussi. Oui, exactement. Donc ça c'est pour un peu tout le monde. Tout ce qui est Et consommable, puis oui. vous faites aussi ce qui est important. Il me semble le remorquage. Alors oui, on a ouais. un service de remorquage si nécessaire. Vous pouvez nous contacter. On a quelqu'un qui peut vous récupérer les motos 7 sur 7, 24 sur 24. Donc il y a juste à nous contacter pour ça et on met ça en place. Chez Holshot Garage. Hotshot Garage, de toute façon tout s'affiche sur la vidéo. Donc voilà, on voulait remercier donc Paul Lemaire. Si vous êtes d'accord, on peut l'applaudir très très fort. Bravo à Claire Boulogne qui nous a déniché une petite perle des garages de réparation moto. Non, c'est vrai, c'est une perle. Donc voilà, donc on la remercie beaucoup. Vous étiez donc avec le grand talk show automoto de grandautomobile.fr avec la bande AJM et ses expertes et ses experts automoto sur Maxi Martinique. Merci à l'hôtel Batelière, merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, merci à Dodge Ram Anti, voiture partenaire de notre émission. Merci à Tiffaine Rivière du parc marin
naturel de Martinique. Je regarde Éléonore avec un grand sourire. Le marque marin, comme tu as marqué. C'est ça. Le marque marin. Génial. Merci donc à notre invité Paul Lemaire, qu'on peut encore applaudir si vous êtes d'accord. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont intelligents, ils sont mécanos et ils sont à Ducos, à la zone de Petite Cocotte. Ça fait du Merci. bien de venir ici. C'est cadeau. Merci à Faut Éléonore. revenir, si tu veux un câlin et tout. Voilà, merci. On est généreux. Il est généreux. On est comme ça, nous. Merci à Éléonore Théodos, qu'on peut applaudir. Merci Claire Boulogne. Merci Mélodie Lucig, que vous retrouvez demain matin dans Tous d'ici. Rendez-vous demain matin. Merci à Stéphanie Rome, qu'on ne voit pas depuis quelques jours, mais qui revient bientôt dans l'émission avec un super reportage, vous allez voir, sur des modèles réduits. Et on s'est vraiment régalé, vous verrez. Merci à Jimmy Tomer. Merci à tous. Merci à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. À la semaine oublie tout le temps prochaine. quelqu'un. J'ai oublié Merci à JM. j'ai oublié Clara, non, c'est ça? Oui, voilà. Ah ben Clara, non mais c'est insupportable. déçu de ton Comment c'est qui? Mais tu sais pourquoi? C'est Éléonore qui a fait les fiches. C'est pour quoi. ça. Elle le fait exprès, Léonard. Alors là, je vais te dire. J'aurais mis même un triangle rouge. On applaudit très fort Clara Elmira, notre comédienne préférée, s'il vous plaît. Et Franchement. Jean-Marc. Et Jean-Marc, merci. Allez, on y croit. Merci à nos téléspectateurs, à nos auditeurs. Hypocrite, on y croit. Mytho. À la semaine prochaine, avec plaisir.